Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous l'annonçais en début d'émission. Nous allons revenir sur la conférence nationale des forces vives de la nation, simplement parce qu'il y a 34, 33 exactement, le lundi 19 février 1990 s'ouvrait au PLM à Lédio la conférence des forces vives de la nation. Et comme il est de notre habitude ici à ETélé, nous revenons sur ce pan d'histoire si important dans notre voyage, on va dire, historique pour en décortiquer encore quelques aspects. Nous avons pour habitude de faire la pédagogie de ces grands moments d'histoire et ce soir nous n'y manquerons pas à cette tâche. Ce sera avec Agapite Napoléon Maforican, consultant politique. Bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Une question quelque peu anecdotique pour débuter. Quel souvenir gardez-vous de ce premier jour, de cette ouverture de la conférence nationale des forces vives de la nation? Bon, je n'y étais pas. Donc, première chose, je n'étais pas de cette fête. Nous étions tous dubitatifs. Et quand je dis nous, voyez tout le peuple béninois de l'époque, mais voyez aussi peut-être le jeune adulte, comme on peut le dire, 90. Jeune adulte ou jeune homme? Non, jeune adulte. Jeune adulte. À peine à l'âge adulte, 21 ans pour être plus précis. En 90, donc vous comprenez que c'était juste jeune adulte. Et à la lisière du bac, parce qu'on venait d'avoir une année blanche, et beaucoup de questionnements, toute l'année 89 à la maison. C'était un 9 janvier 89 qu'il y a eu des manifestations dans les lycées et collèges à Porto-Novo. Et le gouvernement a décidé de fermer les écoles d'abord parce qu'on a brûlé les drapeaux, on a brûlé les effigies du président de la République. C'était un lundi, nous étions en devoir d'ailleurs au lycée Tofar à l'époque. Et donc le lycée a pris fait, comme on le dit, des activistes du Parti communiste du Dahomey de l'époque sont entrés. Et nous, les responsables, on n'avait pas la vie facile parce que c'était compliqué. On était considérés comme des complices. Et bon, quelqu'un comme moi, militant révolutionnaire, membre des mouvements révolutionnaires scolaires. Et donc, c'était pas si facile. Nous étions carrément ciblés. Nos noms étaient affichés comme des gens qui étaient collaborateurs de régime. Donc, voilà, de là a commencé le périple, le long périple à la maison. Des écoles, l'administration a pris. Et d'abord les écoles, donc tout s'est mélangé. Le gouvernement pensait qu'il allait en faire une gestion normale, mais en pleine négociation avec le FMI, en pleine négociation pour dégraisser la fonction publique, en pleine négociation pour avoir de la liquidité dans les banques, en pleine négociation pour changer, ouvrir le régime. Le gouvernement était sur plusieurs fronts à la fois. Il s'est affaibli. Le Parti communiste a pris et ses comités d'action ont pris le dessus. La banqueroute aidant, le système était à plat. Donc ce lundi 19 février 90, on était tous dubitatifs. Qu'est-ce qu'il y a? La conférence nationale, c'était quoi? Ça allait devenir quoi? Ça allait être quoi? Les gens menaçaient, ils ne savaient pas de replâtrer. Donc, il y avait une peur panique, une telle psychose à l'époque. Lorsque ce petit matin du 19, il y a eu une petite pluie. Une petite pluie rapide. On ne savait pas que ça allait être retransmis à la radio, mais la radio l'annonçait. Et bon, voilà, donc, c'est à Porto Novo, tranquillement à la maison. Entre le lit de la chambre, le salon, le véranda, il fallait, à chaque instant, il fallait prendre une position pour savoir la meilleure pour pouvoir suivre l'événement. Donc voilà, c'est un peu l'anecdote un peu de la journée. Voilà, c'était dans ces conditions que la cérémonie d'ouverture a pu se dérouler. Maintenant, en revenant sur les causes, vous aviez commencé à l'instant par défricher quelques pistes. Comment en est-on arrivé à cette conférence des forces vives de la nation? Moi, je ne peux pas vous dire comment on est arrivé à la conférence. Parce que, comme j'ai dit, je n'y étais pas. J'étais jeune, j'étais scolaire, donc je ne pouvais pas le dire. Par contre, pour comme je dis, le militant révolutionnaire de l'époque, le jeune militant qui aimait déjà suivre l'actualité politique, je comprends que le système, avec le temps, et ce que on nous apprenait, parce que nous-mêmes, on ne savait pas, quand on dit grève, les comités d'action, on ne comprenait pas. Nous lisions des tracts, on ne comprenait pas ce que les gens veulent concrètement. Mais en fait, il faut remonter à 72, à 74, à 75,
pour aller chercher les causes essentielles, les grandes causes générales de ce qui nous est arrivé. Quand il y a eu le coup d'État du 26 octobre 1972, le coup avait il y avait l'adhésion de la quasi-totalité de la jeunesse militante du Dahomey de l'époque. Ceux qui sont restés au pays, ceux qui sont dans les mouvements militants de l'extérieur, en France, la FEANF, par exemple. Donc, vous revenez, vous revoyez un peu tous ceux qui sont aujourd'hui apparentés gauche. Hein? Donc, les grandes personnes, ceux qui vivent encore, on citera Maître Robert Dessous. On citera, il fait de Gouma, il nous a quittés il y a quelques mois. Il y a Kindes Adekpeju. Il y a Kindes Adekpeju, il y a Bruno Amoussou, qui ne sont peut-être pas à l'époque aussi actifs que d'autres, mais ils sont dans le Ragemo. Donc, il y a des imbrications, d'accord? Donc, il y a Amos Legbe qui faisait partie de les Azaria, Fakorede, je ne sais pas s'il vit encore, ou Akindes Gédéon, Gédéon d'Assundo, qui lui vit, à qui je passe un salut, frère, filial, s'il est devant son écran. Donc, il y a tout ce beau monde. Il y en a plein, il y en a beaucoup qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont partis. Et donc, cette jeunesse de l'époque, parmi lesquels, au pays, vous dites, bon, il y a les offshore, il y a les Degla, il y a tous les autres qui ont fait le système, et beaucoup d'autres encore qui sont restés dans l'anonymat parce que tout le monde n'était pas en vue. Auquel d'autres mouvements, comme le FACEN, le Front du Nord, par exemple, le FACEN, beaucoup se sont joints. Il fallait faire le discours-programme. Le discours-programme aidant, ça a été fait. Après, il fallait trouver une orientation au système, et c'est là le débat. Est-ce qu'on a besoin de l'autre? D'abord, pour le discours-programme, ils ne se sont pas toujours entendus. Est-ce qu'il faut participer? Est-ce qu'il faut rester en dehors et juger? C'était tout un problème. Bon, là, on ne va pas perdre du temps sur ça. Ensuite, il fallait aller à l'orientation nationale. Le discours-programme a été lu. Combinaison de tests de différents côtés, tout ça là. Et ils ont pu faire le discours-programme pour une politique nouvelle d'orientation nationale. Voilà. Donc, aujourd'hui encore, quand vous écoutez les Burkinabés, le capitaine Traoré, quand vous écoutez le Malien, et Goïta, vous écoutez les diatribes du Nigérien, de général Tchani, quand vous écoutez un peu toute une littérature d'une certaine jeunesse africaine, on retrouve les éléments essentiels du discours-programme de 1972 pour une politique nouvelle d'indépendance nationale. Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources et autres. Appuyons-nous sur l'agriculture, fer de lance de l'indépendance, l'industrie, la jeunesse, c'est la jeunesse qui a le fer de lance, l'agriculture qui est un peu l'espoir, l'industrie qui peut nous permettre donc de ne pas gaspiller nos matières premières, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc, nous devons nous-mêmes bâtir la société nouvelle où il ferait bon vivre pour chacun et pour tous. Et après, donc, l'orientation nationale de 1914 a désarçonné beaucoup de personnes. Et donc, le régime s'est endurci. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et donc, chaque salement a commencé. 10 septembre 1914, on a nationalisé toutes les sociétés d'État en une nuit. En une nuit. Et donc, des banques, des assurances, des administrations privées, des gens qui ont vu délester leurs propres biens. Et l'État est devenu vendeur, acheteur, vendeur de tous ces mêmes pétrole, cahiers, matériaux de construction, plein de trucs qui relèvent du privé. Les gens disent ça, ce régime-là va à la dérive. Bref, donc, on était là. 75, le discours d'orientation, le discours, la proclamation de la République populaire du Bénin, la création du Parti de la Révolution. Donc, la structuration. Donc, ouais, le 114, 112, les grandes idées fondamentales. Donc, une sorte de boussole générale au gouvernement. 114, l'orientation nationale. On a circonscrit désormais l'action socialiste scientifique basée sur Marx-Lénine. 115, on a structuré République populaire du Bénin et Parti de la Révolution populaire du Bénin. On a annoncé la Constitution qui aura lieu, qui est après corps le 26 août 1977. Entre-temps, il y a eu l'agression armée impérialiste du 16 janvier 1977 de gens qui ne voulaient pas de ces orientations-là. Dès lors, le régime s'est durci, c'est à acheter des armes, moratoire 10 ans, donc ça nous conduisait en 87. Entre-temps, la crise du pétrole, la chute des devises, ce qu'on appelait la détérioration des termes de l'échange. Nous ne produisons rien.
Nous consommons, nous sommes endettés, et voilà que les devises extérieures montent quand nous devons tout payer avec des francs CFA. On n'a que deux banques nationales, une banque commerciale, une banque de développement, dans lesquelles les gens puisaient. Puis du coup, vous puisez, ça ne rentrait plus. Plein de bons de caisse, ce qu'on appelle les OP, ordre de paiement, sans provision. Donc, du coup, les gens étaient détenteurs de titres, ils n'avaient pas de liquidité. C'est là. Donc, en 1980, on se tourne vers le FMI et la Banque mondiale pour dire, ben, il faut bien qu'on s'ouvre. On a besoin de ci. Les gens sont allés prendre des informations. Les conditionnalités étaient énormes. Mathieu Kérékou a tenté de résister. Il ne pourrait plus. Le PPB a tenté de résister avec son discours. Il ne pourrait plus. Il n'y a pas d'argent. Et à l'extérieur, les gens essoraient le régime. Il faut les essorer, il faut presser le citron jusqu'à ce que les pépins craquent. Avait-on dit au château de Versailles. Et là, c'était l'autre. Au château de Versailles, on a parlé du dictat. Ouais. Ici, c'était une sorte de revanche. Les gens disent bien, maintenant on vous attend. C'est vous qui bavardez de compter d'abord sur vos... Au château de Versailles, c'était toujours des Béninois. Non, au château de Versailles, c'était... Adjovi. Non, ça c'était la compétition 90. Non, moi je faisais une allusion à la Première Guerre mondiale, au traité de Versailles, avec l'Allemagne vaincue. Donc, où il était question de presser, il fallait montrer à l'Allemagne qu'on ne s'amuse pas avec la guerre. C'était ça en 1918, Première Guerre mondiale. Donc, je comparais un peu la situation. Les gens étaient pour prendre leur revanche. Donc toute l'aide, tout ce qui pouvait rentrer comme devise, comme aide, conditionnalité, démocratie. Démocratie. Il y avait plus donc les comités d'action ont pris du poil de la bête. Il n'y avait pas de l'argent. Les salaires n'étaient plus régulièrement payés. Donc les petits gagnants, ceux qui prennent les sous tranquillement, se débrouillaient en disant que la politique n'a pas notre affaire, se sont retrouvés exposés. Ils ne peuvent plus assumer des fonctions régaliennes. Les gens sont morts de ça. Donc voilà dans quelles conditions Mathieu Kérékou a résisté. Mais c'était plus possible. Le FMI mettait la pression, il fallait dégraisser. Départ volontaire à la retraite, il y avait ce programme appuyé. Et après, ils sont passés au départ ciblé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mise à la retraite, certains sont surpris, mais c'est pas hier. Donc, voilà un peu pêle-mêle. J'ai préféré remonter à la base. Parce que les gens disent, bon voilà, il y a eu banqueroute. Comment il y a eu banqueroute? 10 ans après la création des sociétés d'État, en 1984, la plupart des sociétés d'État étaient en faillite. Parce que mauvaise gestion, mauvaise gouvernance. Ça ne date pas d'hier. Donc, ce n'est pas des phénomènes d'aujourd'hui. Mais on n'a pas évolué en la matière. Donc, par quelqu'un, quelque part, il a envie de ramasser. Il a quelque part, il a envie de ramasser. Et voilà, on s'est retrouvé dans ces conditions-là. C'était l'État qui a disparu. L'État politique était là. Mais le choc économique n'était plus là. L'argent qui fait l'homme, l'État, quand vous êtes souverain, c'est les moyens. Si vous ne pouvez pas assurer votre souveraineté du point de vue régalien, ça dit que vous ne pouvez pas assurer vos fonctions régaliennes vous-même, vous n'êtes plus libre. Au PPB était solide comme structure. Il n'avait plus les moyens. La constitution du 77 était très bien. On était en 88, encore on élisait. Donc dans la foulée, 88, quand ils ont vu tout ça là, bon, pour déroger aux exigences de FMI Banque mondiale, on a commencé par libérer. Donc amnistie générale pour tous ceux qui ont été condamnés. Et liberté pour tout le monde de rentrer au pays pour venir participer à l'œuvre de reconstruction nationale. Voilà. C'est tout ça, on n'a pas réglé. Parce que la rentrée qui devait avoir lieu en juillet 2089 n'a pu avoir lieu. Et les gens ont dit menace de renvoi. Il n'y a pas de rentrée. Les gens n'ont pas reçu l'argent. Donc, tout ça. Donc maintenant, les marches ont commencé. Et il y a eu une marche mémorable. Ça, c'est le 11 décembre 89. Mais déjà, les 6 et 7 décembre 89, comme la situation s'enlisait, entre-temps, Mathieu Kérékou, réélu président de la République populaire du Bénin en 88, après les élections de 88, donc le bureau politique, l'Assemblée nationale révolutionnaire s'est réunie. D'abord, il a été désigné par le bureau politique comme le seul candidat. Arrivé à l'Assemblée nationale révolutionnaire, il a été élu par acclamation, président de la République, et donc il a formé son gouvernement. Et dans ce gouvernement, il s'est retrouvé 2 hommes, et un homme, un peu par
particulier, dont tout le monde connaissait le nom, qui était très actif, un activiste presque. Maître Robert Dessous, ministre du Plan. Et il remplaçait qui? Simon Ifere Ogouma, un autre. Mais lui, classique du PPP. Membre du bureau politique. Oui. Alors, pourquoi je reviens sur Robert Dessous rapidement? C'est parce que, justement, en juillet 89, Robert Dessous est revenu à Ronceau. Deux professeurs d'université, l'un en anglais, l'autre en droit, ancien doyen de la faculté de droit. Mais Robert Dessous, ils vont voir Kérékou. Et à la sortie, ils prennent la parole. Oui, nous venons d'audience avec eux. Avant, quand on venait d'audience, on parlait. Donc, oui, voilà, nous l'avons. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut avoir la substance? Oui, on a dit au président Kérékou que. Je résume, lui-même, il est là, Robert Dessous, il peut mieux vous le dire. Lorsque le bébé pleure, c'est qu'il a un malaise. Qu'est-ce que maman fait? Elle lui donne le biberon. Mais on n'arrête pas, on n'entire pas le biberon de la bouche de l'enfant quand il pleure. Donc on lui donne le biberon. Parce qu'il y a quelque chose. S'il prend le biberon sur la tête, ça veut dire que c'est sûr que le malaise était là. Mais si on lui retire le biberon, on se met à le frapper, ça veut dire on ne peut pas savoir. Donc, en fait, c'est l'allégorie, ça. Ils vont mieux le dire. Je pense que les deux vivent encore. Il va falloir peut-être aller voir un peu, revenir à Ronceau, parce que Robert Dessous nous fait l'honneur d'être assez disponible pour les médias. C'est quand même une grâce. Je le salue par ailleurs. On va peut-être revenir là-dessus. Donc, voilà un peu la situation. Robert Dessous, depuis lors, est devenu un peu. Il était déjà en vue, parce qu'il a défendu le Bénin dans la création de 1977. Mais cette sortie était courageuse à l'époque, parce que tout le monde disait qu'on ne peut pas, on va vous enfermer. Ils ont parlé. Et personne ne les a enfermés, bien au contraire. Alors, on fait le remaniement. D'abord, il s'est retrouvé à l'Assemblée nationale révolutionnaire, si je ne me trompe. Et on fait le remaniement et il se retrouve ministre du Plan. Ministre du Plan. Mais on dit, oh, il a eu ce qu'il veut, il a eu ce qu'il veut. Non, c'est le même Robert Dessous qui a été désigné. Alors, dans la foulée, le régime il a eu la réunion de toutes les instances du parti et de l'État. En fait, tout ce qu'on appelle les institutions de la République se sont réunies le 6 décembre 89 à Cotonou. Le 7, ils ont sorti un communiqué. Le marxisme-léninisme n'est plus l'idéologie de l'État. Le parti ne dirige plus l'État. L'appellation camarade n'est plus nécessaire. L'appel pour la révolution, la lutte continue n'est plus. Quoi encore? Le chef d'État convoquera une conférence nationale des forces vives au premier trimestre de 1990. Mais ça n'a pas émoussé les ardeurs. Le 11 décembre, il y a eu une sortie. Une grande sortie, c'est là que Cotonou était noir de monde. Pour s'arrêter sur ce point, c'est ce que vous avez l'habitude d'appeler un coup d'État. Absolument, merci de m'arrêter là, je voulais voir que là vous suivez bien. Donc voilà. Alors, est-ce que les instances du parti et de l'État avaient vocation à dire que le marxisme-léninisme n'était plus l'idéologie de l'État? Non. Il fallait interroger le peuple. Puisque la loi fondamentale a été votée après popularisation et référendum. Ce 7 décembre, il y a eu ce qu'on appelle, c'était un coup d'état civil. En fait, Mathieu Kérékou s'est débarrassé du parti, qui était le chapeau central de toute sa gouvernance. Il s'en est débarrassé. De toute façon, il n'y avait pas eu de débat. La question avait été posée, les gens ont parlé, il fallait prendre le communiqué. Et donc, les gens ont découvert, le lendemain à la télévision, que le parti ne dirigeait plus l'État, que l'idéologie marxiste n'était plus l'idéologie de l'État, que la République du Bénin ne peut être plus la République populaire du Bénin, et ainsi de suite. Donc il ne restait plus que Kérékou. C'est pour ça qu'on a dit que le chef de l'État convoquera au premier trimestre, on n'a pas dit que le gouvernement. En fait, ce jour-là, il n'y avait plus d'institution. Il y avait Kérékou et son armée, et une administration qui ne lui était plus fidèle. C'était tout. C'est 7 décembre. Je trouve bizarre que nos historiens ne gardent pas cette journée. Le 7 décembre, c'est un jour particulier. Je ne dis pas de le célébrer, mais c'est de raconter. Journée de renoncement. On devrait mettre ça. Journée, 7 décembre 89, journée de renoncement. Parce que les enfants vont dire, mais c'est quoi le renoncement? On a renoncé à l'idéologie marxiste-léniniste. Ah bon? C'était quoi ça? On doit expliquer. Unilatéralement. Unilatéralement. Sans interroger. Même l'Assemblée nationale révolutionnaire qui aurait dû se réunir. Mais on les a tous réunis. On a réuni toutes les instances du parti de l'État. Tous. Le comité central avec ses, je ne sais pas, dizaines de membres. Donc, en clair, tout le monde était là, on peut le dire. Oui. Parce que c'était un système de centralisme démocratique, on disait. Donc, le centralisme, ça veut dire qu'il y a une élite. D'ailleurs, c'était le parti d'avant-garde
Donc il y avait une élite qui réfléchissait. L'élite était là. L'élite était là. Mais dans la logique, il fallait au moins. Donc, mais il n'avait pas ce temps. Alors, au soir du 7 décembre, il ne restait de République populaire du Bénin qu'une seule institution, c'est le président de la République. L'Assemblée nationale révolutionnaire ne pouvait plus exister du fait que le parti ne dirigeait plus l'État. Le gouvernement ne pouvait plus exister parce que c'est ce gouvernement répondait devant le PRPB. D'abord répondait devant l'Assemblée nationale révolutionnaire. Vous comprenez? Oui. Était responsable devant l'Assemblée nationale révolutionnaire et avait des patrons au comité central, au bureau politique. Donc, chaque ministre devait rendre compte devant l'Assemblée nationale révolutionnaire et recevoir les instructions du bureau politique. Alors, tout ça est effondré. Il ne restait que Mathieu Kérékou et ses conseillers, son équipe. Donc voilà. Alors, ils n'étaient pas d'accord parce que les comités d'action du peuple étaient toujours actifs. Ils ont ouvert, disons, les manifestations de 11 décembre 89. Alors, je ne sais pas si la Constitution a été signée au opportunément, mais le 11 décembre 89, il y a eu ces manifestations-là qui ont noirci Cotonou. Et Mathieu Kérékou lui-même, qui a pris l'ampleur de la situation, a failli être lynché. À Saint-Michel. À Saint-Michel. Il a dû se réfugier dans l'église. Et même là, interdit qu'on tire. Interdit qu'on tire. C'était vraiment... c'est dommage que ces bandes ne soient plus... n'aient pas été conservées convenablement, qu'on raconte l'histoire, qu'on revive l'histoire. Comme il faut dire. Parce que si on ne peut pas les vivre, on ne peut pas sentir. Et si on ne peut pas sentir, on ne peut pas... prévenir. Oui. On va toujours répéter l'historique national. L'historique, mais et l'historique comment? Mais je vous ai dit, Robert Dessous, président du comité préparatoire de la conférence nationale. Il était le seul, presque à l'origine. Non, il y avait lui, il y avait Amos Selebert, il y avait le projet Alidou. Et je pense que Germain Kadja était parce que bon, c'était les têtes nouvelles ils étaient des régiments compatibles, mais ils n'étaient pas membres du PRPB. C'était les nouveaux membres du gouvernement. Donc le gouvernement d'août 89, 88, c'était un gouvernement un peu d'ouverture, voilà. Donc, mais ils sont allés vers des gens qui pourraient, dont le professeur Germain Kadja, qui était quand même quelqu'un voilà, donc, qui a fait d'ailleurs un discours pathétique à la veille de la rentrée, mais ça n'a pas marché. Donc, voilà. C'est eux qui ont dirigé le comité préparatoire. Voilà, des têtes nouvelles. Pas de cacique du PRPB réellement. Mais c'est Robert Dessous, la figure nouvelle. Et après, autour de lui, vous avez, je pense, Pancras Bratier, qui était ministre de l'Intérieur, commandant à l'époque. Vous avez Amos Selebert, qui était conseiller technique. Puis après, vous avez les autres, je ne sais pas, Batoko Ousmane. Lui était membre du bureau politique. Lui était membre du comité central, ministre de la communication de l'époque. Et voilà, c'était ceux-là qui ont organisé la conférence. Et c'est important de dire un mot là-dessus. Ça n'a pas été facile. Personne n'y croyait. Les gens pensaient à un ratistolage. Tout le monde pensait à un coup de la France. Tout le monde pensait à tout. Justement, le rôle que la France a joué, on sait que l'ambassadeur Azaria était très actif dans l'organisation de cette conférence. Il y avait quand même une aide, puisque la France a quand même mis la main à la poche pour faciliter quelque peu cette Guy Maria Zaïs. On l'appelait le gouverneur. Oui. On l'appelait le gouverneur à l'époque parce que il pourrait entrer 2 ou 3 fois au palais. Parce qu'il était vraiment en contact avec Mathieu Kérékou, avec le... Mais il y avait Abou Seta aussi, qui était l'ambassadeur en Libye. Mais lui, entre-temps, il a été rattrapé par un projet de coup d'État, un complot. Donc, sinon, voilà un peu les 2 têtes de diplomatie qui étaient... Abou Seta est resté à Cotonou depuis longtemps, il était le doyen du corps diplomatique. André Maria Zaïs était plutôt l'ambassadeur qui a tout suivi, qui était en connexion avec Paris, sans doute, qui relayait, qui écoutait, qui remontait. Oui, c'est vrai, il était un peu comme les gens l'appelaient le gouverneur. Le gouverneur, comme c'était comme s'il commandait le pays. Mais Mathieu Kérékou a dit plusieurs fois, Ochoa a dit, Robert Dessous a dit, c'est pas la France qui a imposé. La France a dû suggérer des choses, mais la France n'a pas imposé, n'a même pas décidé de la conférence nationale. Voilà. Mesdames et messieurs, tout au long de cette semaine, nous allons bien évidemment revenir sur des séquences de cette conférence nationale, nous arrêter sur certaines grandes figures. On vient de parler de Robert Dessous, à juste titre.
nous allons pour aujourd'hui revivre les deux discours d'ouverture, ce qu'on a pu glaner ici et là, quelques minutes de Robert Dessous et presque l'entièreté de ce que Mathieu Kérékou dit ce jour-là. Et nous nous retrouvons après avec vous pour recontextualiser un peu ces prises de parole. L'histoire suit son cours, passant tantôt par des moments douloureux, tantôt par des moments à l'enfant. Monsieur le Président de la République, Messieurs les Présidents, Madame et Messieurs les ministres, Excellences, Madame et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs, c'est l'un de ces grands moments de mutation en douceur qui nous réunit ici ce matin et pour toute la semaine. Pendant donc une semaine, nous avons à confronter nos idées sur le devenir de notre patrie. Nous sommes venus d'horizons philosophiques et même géographiques divers. Les uns n'ont fait que franchir un pont pour être ici. D'autres ont parcouru toute la longueur de notre pays et d'autres encore ont traversé mers et océans. Mais quelle que puisse être la diversité de nos sensibilités et perspectives, nous demeurons tous ici, du moins si nous le croyons, unis par une seule détermination, celle de construire notre commune patrie. Chacun devra sortir un peu de lui-même pour concéder à l'autre. Chacun devra réduire toute dilatation subjective de son moi afin que l'intérêt collectif l'emporte. Chacun devra s'abstenir de penser que seule ses idées, que seul son projet de société demeure l'élément déterminant et exclusif de notre salut commun. Aussi, voudrions-nous croire qu'en venant dans cette salle, chacun a dû raccrocher au vestiaire tout sentiment d'exclusivité, d'animosité ou de rancœur, de même que tout esprit d'intolérance. C'est convaincu de cela qu'au nom du Comité national préparatoire, je vous souhaite à tous la bienvenue. Pour ceux qui viennent de l'étranger, proche ou lointain, je leur souhaite particulièrement la bienvenue. Quant à vous, qui foulez à nouveau le sol de la patrie après une longue absence, nous vous disons bienvenue chez vous, dans la paix du cœur et de l'esprit. Monsieur le Président de la République, en nous faisant l'honneur de nous installer le 22 décembre 1989 au niveau du Comité national préparatoire de cette conférence, vous nous avez assigné des tâches. Tout le Comité national préparatoire, par ma voix, vous dit mission accomplie, Monsieur le Président de la République, vos invités sont là.
mais nous l'avons accompli avec beaucoup de dévouement et d'enthousiasme. Malgré cela, il y a des failles dans notre travail. Nous demandons, Monsieur le Président de la République, votre indulgence. Nous demandons également aux conférenciers leur indulgence. Mais à voir le ciel ce matin, nous avons l'impression. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués des institutions et organisations politiques, sociales et confessionnelles, Messieurs les membres du comité préparatoire de la conférence nationale, Excellences, Madame et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le développement qualitatif des facteurs dynamiques et positifs de la géographie, de la démographie et de l'histoire a favorisé au fil des âges dans notre pays les conditions propices à l'émergence d'un peuple épris de liberté, de dignité, de justice, de paix et de progrès social. Un peuple fier dont l'extraordinaire vitalité et la détermination inflexible de prendre en main et d'assumer la plénitude de son destin n'ont pu être entendus par les multiples et rudes épreuves découlant des effets pervers conjugués du sous-développement et de la crise économique sans précédent qui sévit partout dans le monde. C'est pourquoi le lundi 31 juillet 1989, lors de l'installation officielle de la 3e législature de l'Assemblée nationale révolutionnaire dans cette même salle, nous avions souligné, face à la conjoncture économique difficile qui prévaut dans notre pays, la nécessité impérieuse pour toutes les Béninoises et pour tous les Béninois de faire table rase du passé, de resserrer leurs rangs et d'entreprendre toutes les actions susceptibles d'élargir et de dynamiser la vie démocratique à travers la mobilisation générale et permanente de toutes les forces vives de la nation pour mener à bien notre programme d'ajustement souterrain. Dans ce cadre, et dans le souci d'instaurer un climat de décrispation, d'apaisement et de concorde, nous avons initié la décision loi numéro 89-010 du 30 août 1989 portant amnistie générale. Ainsi, dans le contexte de cette dernière décennie du XXe siècle, où l'humanité tout entière vit de profondes mutations dans tous les domaines, le peuple béninois peut se féliciter et
et à juste titre de ne pas être en reste au regard du processus irréversible du renouveau démocratique annoncé dans notre message à la nation le mercredi 29 novembre 1989 et qui connaît aujourd'hui son point culminant avec la tenue effective de la présente conférence nationale qui regroupe les représentants de toutes les forces vives du pays dans leurs diverses sensibilités politiques. Mais avant d'aborder notre propos, nous voudrions adresser nos salutations fraternelles et patriotiques, ainsi que nos sincères souhaits de bienvenue à tous les délégués ici présents, représentants des formations politiques, des institutions et des corps constitués de l'État, des catégories socio-professionnelles et confessionnelles, des associations de développement, des opérateurs économiques et des communautés béninoises de l'étranger. C'est également le lieu et le moment pour nous d'exprimer nos vives et chaleureuses félicitations à tous ceux qui ont su œuvrer aussi bien sous les feux des projecteurs de l'actualité que dans l'anonymat de l'action individuelle et collective pour faire en sorte que le grand rassemblement national tant attendu devienne réalité ce jour, lundi 19 février 1990. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les délégués, chers compatriotes, qu'ils vous souviennent que dans notre message à la nation, le mercredi 29 novembre 1989, nous avions exprimé notre intime conviction qu'une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation qui, animées d'un regain d'enthousiasme et de saine émulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Malgré ces déclarations qui ne cachent aucune arrière-pensée, il s'est trouvé ici et ailleurs bon nombre de nos compatriotes et d'observateurs étrangers pour se livrer à des spéculations tendancieuses sur notre volonté politique et notre réelle détermination d'avancer dans la voie du renouveau démocratique. En décidant d'assumer en toute responsabilité et en toute connaissance de cause la tâche de convoquer une conférence nationale des forces vives de la nation, quelle que soit leur sensibilité politique, conformément aux recommandations expresses de la session conjointe spéciale du comité central du Parti de la Révolution populaire du Bénin
du comité permanent de l'Assemblée nationale révolutionnaire et du Conseil exécutif national révolutionnaire tenu du 6 au 7 décembre 1989, nous savions parfaitement à l'avance les conséquences et les implications d'une telle décision historique sur tous les plans. Cela se comprend aisément quand on sait qu'il est dans la nature des hommes que tout ce qui est nouveau inquiète certains, jette le trouble chez d'autres, engendre la suspicion, le scepticisme, le découragement et parfois même le défaitisme ou la trahison. Mais face à l'importance de l'enjeu national, l'heure n'était plus pour nous aux tergiversations. C'est pourquoi, malgré les procès d'intention des uns et les réticences des autres, les actions concrètes et hardies ont été méthodiquement engagées et poursuivies avec esprit de suite sans faille. Il est donc heureux de constater aujourd'hui que nos efforts conjugués n'ont pas été vains, que notre appel a été entendu et largement entendu, et que les conditions favorables sont maintenant remplies pour la mise en œuvre de réformes radicales conformes aux légitimes et profondes aspirations du peuple béninois tout entier. Tel est l'objectif fondamental que vise notre conférence nationale, dont la tenue en cette période de date dans les annales de l'histoire de notre nation. Dès lors, le devenir de notre pays et l'avenir de notre peuple doivent être constamment les préoccupations majeures de la conférence, dont les délégués pourront trouver la source de leur inspiration féconde dans le riche et impérissable précepte de l'un de nos glorieux ancêtres, le roi Guézo, qui nous enseigne. Et nous citons, si tous les fils du pays bénin touchés par leurs doigts des trous de la jarre percés, la patrie serait sauvée. Aussi, au moment où s'ouvre le grand débat national, où revient-il le privilège de mettre un accent particulier sur les considérations qui, à notre avis, pourraient être au centre des réflexions individuelles et collectives de tous les participants à la conférence nationale. Pour nous, dans leur conception, comme dans leurs objectifs, les travaux de la présente conférence nationale devraient satisfaire aux exigences impérieuses d'un consensus véritablement constructif, ce qui suppose le respect scrupuleux des opinions de chacun et la tolérance des uns envers les autres, dans un esprit de sérénité, de concorde et de sauvegarde de l'unité nationale et de la paix sociale. Pour y parvenir, chaque délégué doit faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, en s'efforçant constamment d'éviter toute passion dans les propos et en renonçant résolument à tout complexe de supériorité ou d'infériorité. C'est dire en d'autres termes que la conférence nationale ne doit en aucun cas être érigée par personne en un tribunal quelconque animé de joutes oratoires, d'invectives
sur les questions essentielles qui tiennent à cœur à notre peuple qui souhaite l'instauration d'une ère politique nouvelle, fondée sur la réconciliation nationale et le renouveau démocratique, gage de redressement économique, social et culturel de notre pays. Car pour nous, la réconciliation nationale signifie la reconnaissance réciproque du droit de toutes les sensibilités politiques à s'exprimer librement, à condition que chacune d'elles renonce à toute prétention au monopole de la vérité et à la monopolisation de la gestion de la chose publique, qu'elles bannissent de leur discours l'intransigeance, l'anathème et l'ostracisme, et qu'elles admettent que le débat sur les affaires de la nation est l'affaire de chacun et de tous. En tout état de cause, les laborieuses masses populaires de nos villes et de nos campagnes connaissent aujourd'hui le prix inestimable de la stabilité politique, de la paix sociale et de l'unité nationale pour avoir définitivement tourné le dos à l'aventurisme périlleux du régionalisme et du tribalisme. C'est pourquoi les conclusions des travaux de la conférence nationale doivent épargner au peuple béninois toute situation susceptible de provoquer des désordres, des violences et des affrontements inutiles. Nous sommes tous pleinement conscients des distorsions multiples et multiformes qui existent entre nos circonscriptions administratives. Mais les problèmes et les frustrations qui en résultent ne pourront trouver leur juste solution que dans le cadre d'une politique nationale cohérente de développement économique, social et culturel qui tient grand compte de l'équilibre interrégional. La diversité de nos cultures, loin de constituer une source de tension ou de division, doit au contraire être considérée comme un facteur d'enrichissement mutuel, pouvant concourir au rapprochement et à l'intégration des membres de la communauté nationale, de manière que chaque Béninoise et chaque Béninois se sentent partout chez lui, sur toute l'étendue du territoire national, du nord au sud, de promouvoir dans notre pays est une nécessité incontournable de notre époque, mise en évidence par notre propre expérience nationale, et que le peuple béninois, désormais mûr politiquement, est capable d'assumer avec efficacité et succès dans l'ordre et la discipline librement consentie. L'histoire des nations modernes a clairement montré que la création des bases matérielles indispensables à la réalisation des objectifs du développement économique, social et culturel est tributaire du niveau de prise de conscience par chaque citoyen de sa part de responsabilité, ce qui implique forcément l'existence d'un environnement politique sainement entretenu dans le pays et qui garantit à chaque citoyen la possibilité d'apporter sa contribution, modeste soit-elle, à l'œuvre d'édification nationale dans le respect strict des règles du jeu démocratique. Pour que les diverses sensibilités politiques
sociale et confessionnelle se manifeste dans notre pays à travers une pratique sociale réellement constructive, importante et mentale, qui compromettent l'adhésion de toutes les couches, classes et catégories socio-professionnelles et confessionnelles, qui sont les vrais sujets et les valeurs de la lutte pour l'avènement d'un devenu nouveau, démocratique, moderne et prospère. L'essence et la finalité du renouveau démocratique auquel notre peuple aspire profondément réside en dernière analyse dans un consensus politique de toutes les forces vives de la nation, condition irremplaçable de la mobilisation consciente et enthousiaste du peuple béninois tout entier autour des tâches complexes et ardues qui lui incombent pour assurer le redressement économique et la relance de la production dans le cadre de l'application rationnelle de notre programme d'ajustement structurel. C'est dire au-delà du forum d'idées qu'elle instaure la conférence nationale doit déboucher sur des résultats concrets, réalistes et constructifs à la mesure des légitimes attentes de notre peuple. Il n'est donc pas souhaitable pour les participants à cette conférence de dresser une liste exhaustive des problèmes que vit notre peuple, de disserter indéfiniment sur des notions de science politique pour élaborer un répertoire de bonnes intentions dont la mise en œuvre se révélerait utopique sur le terrain. Chaque Béninoise et chaque Béninois sait bien que la crise économique qui sévit dans notre pays ces derniers mois est multidimensionnelle. Aussi, la conférence nationale doit-elle analyser les causes endogènes et exogènes qui l'ont engendré, en diagnostiquer les diverses manifestations, les interférences et les implications, en prenant soin d'éviter d'en occulter des aspects ou de privilégier certains par rapport à d'autres. À la lumière de ces considérations que nous venons d'évoquer, vous comprenez sans doute, mesdames et messieurs les délégués, que ce que le peuple béninois attend de vous, ce n'est pas la victoire d'un groupe sur un autre, mais la convergence des idées et des opinions en vue de la définition claire d'une plateforme politique consensuelle, réaliste, cohérente et viable. En un mot, il s'agira d'élaborer et d'adopter une charte d'union nationale pour le renouveau démocratique et le développement économique, social et culturel de notre pays, le Bénin. La charte d'union nationale sera l'expression concentrée, vivante et tangible de la maturité politique de notre peuple, qui aura ainsi montré à la face du monde et devant l'histoire la force de son génie créateur et sa capacité à trouver dans les ressources inépuisables de son esprit les réponses aux défis que lui lance la conjoncture économique difficile actuelle, et à faire face avec patriotisme, efficacité et succès aux exigences qui découlent de la libéralisation de notre économie nationale. La charte d'union nationale sera aussi la matérialisation du pacte sacré conclu entre toutes les Béninoises et tous les Béninois, à quelques sensibilités politiques
enjeux que constitue le salut national. La charte d'union nationale sera enfin le symbole d'un nouveau contrat politique de toutes les composantes de la communauté, fermement résolue à promouvoir dans notre pays une véritable démocratie, l'application rigoureuse des principes intangibles du fonctionnement d'un État de droit, fondé sur le respect scrupuleux des droits de l'homme et des libertés publiques, tout en préservant bien sûr la stabilité politique, l'unité nationale et la paix sociale. Ainsi, cette charte servira de document de base pour l'élaboration d'une nouvelle constitution à soumettre à l'approbation du peuple béninois tranquille. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les délégués, nous avons foi en l'avenir de notre pays. Nous avons confiance en notre peuple, en ses immenses capacités de créativité, de sacrifice et d'évolution pour surmonter victorieusement toutes les difficultés conjoncturelles actuelles. De toute évidence, à l'aube du XXIe siècle, l'histoire nous enseigne la noble et exaltante mission de frayer la voie sanitaire du renouveau et du progrès aux générations montantes. Voilà, de retour sur le plateau du Grand Soir. Notre émission spéciale se poursuit. Nous avons proposé ces deux interventions. Le premier de Robert Dossou et le second que vous venez de suivre à peine de Mathieu Kérékou, capitaine Napoléon Mafoïkan. En parlant de Robert Dossou, quel a été son rôle principalement dans cette organisation, dans ce qui est arrivé, dans ce que nous convenons aujourd'hui d'historique? Ah oui, bon, disons que j'ai quand même une petite amertume tout à l'heure en écoutant, c'est que les sons s'étiolent, les sons se dégradent comme les images. J'espère, je ne sais pas où est-ce qu'on peut encore voir l'authenticité de ces documents et les préserver. C'est important l'histoire d'un peuple. Un peuple sans histoire, c'est comme disait Alain Foucault. Un peu sans histoire, c'est comme si vous manquez de l'essentiel. Je pense qu'il est important qu'on essaye donc de rétablir ces choses. On a pris la proclamation du 1er août 1960, on devait la voir. Les différents coups d'État, les évolutions, il faut raconter l'histoire. Sinon les gens croient qu'on a démarré tout de leur temps. Maître Robert Dossou est un pilier essentiel du renouveau démocratique. Un pilier essentiel. Un pilier peut-être mal récompensé. C'est vrai, il a fait sa carrière, hein, c'est un homme accompli. Il a tout eu. Professeur d'université, avocat, membre du comité central, membre de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Donc, même n'étant pas membre du PRPB, mais il a su se faire élire. Donc, il a fait les étapes. Il a été 2 fois ministre. Ministre du plan sur le PRPB, ministre des Affaires étrangères sur le renouveau démocratique. Président de la Cour député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des lois, président de la Cour constitutionnelle. Alors, rien ne lui manque. Il est un homme accompli. Mais
Bon, sauf la magistrature suprême. Non, c'est ça, moi je ne peux pas compter ça parce que ce n'est qu'un fauteuil tous les 10 ans, pratiquement. Donc du coup, ça ce n'est que le Graal, c'est le cerise sur les gâteaux. Et puis, lorsque vous regardez nos deux derniers présidents, par exemple, que ce soit d'ailleurs ce Soglo et Talon comme Boni Yahi, du point de vue politique, ils n'ont pas une histoire particulière. Ce pas des activistes politiques, c'est des personnalités qui ont d'autres évolutions. Donc, la magistrature suprême n'est pas dévolue nécessairement à ceux qui ont un parcours. Par contre, du point de vue de parcours, chacun se vaut. Et dans le cas d'espèces, vous me demandez quel rôle il a joué. Je dis, il a joué un rôle essentiel, un rôle médian en fait. Il n'était pas du parti, mais il était régiment compatible. C'était important. Lorsque je suis obligé de revenir à la réalité. Lorsque nous parlions par exemple du Niger, nous parlions du Togo, qui ne suit pas les lignes, quelque part, je vous avais toujours raconté l'histoire de Houphouët, qui était toujours en contact avec l'apartheid, malgré la position de l'OIA, parce qu'il faut toujours des gens qui fassent le pont. Maître Robert de Souffle fait partie de ceux-là qui avaient fait le pont pendant le PRPB. Donc, ils ont raté d'être entendus, ils ont boudé son groupe, n'avait pas été écouté. Ils ont fait la conférence des cadres en 79 que Mathieu Kérékoua a balayé les résultats d'un revers de la main. Mais lui, il est resté là. Et a pris son courage à deux mains pour dire ce que tout le monde pensait bas, même autour du régime, même au sein du comité central, même au sein du bureau politique. Il a eu le courage de le dire à Mathieu Kérékoua, avec le professeur Aurélien Avançon. Donc, il y a eu ça. Gouvernement, les gens lui ont dit tout. Ceux qui sont là d'habitude, les gens n'aiment pas vous voir venir, surtout quand ils pensent qu'ils ont déjà étalé leur tapis rouge ou bien leur lit. Ils ne veulent pas vous voir venir. Donc il n'a pas été accepté par eux. Ils l'ont traité de tous les noms. Je me rappelle, il y avait la toute jeune presse plurielle à l'époque, ne le ratait pas. Hein? Donc, oui, c'est un homme résilient, comme le mot est là. Cette ancien, on l'utilise beaucoup, mais c'est un homme, il est tenace, Maître Berdosso. Ça, je pense que on le dit suffisamment, on ne le dit pas suffisamment assez, mais pour la conférence nationale, je pense que c'est une personnalité qui a joué un très grand rôle dans l'avènement du renouveau démocratique. Et ce jour-là, vous voyez son émotion. C'était pas facile de préparer cette rencontre. Parce que les gens n'y croyaient pas trop. Les gens pensaient que c'était du bluff. Les gens pensaient que c'était une sorte de rafistolage du système. Les gens pensaient que c'était pour les faire venir et pour les engloutir. Les gens ont même dit que Mathieu Kérékoua a mis dans l'eau des trucs, quand les gens vont venir, ils vont boire, ça allait dans tous les sens. Et les gens qui n'avaient pas les réseaux sociaux. Sinon, tout était mis en branle pour décourager. Mais il a tenu. Il a tenu pour désigner, pour faire le nombre, pour savoir combien il y aura, pour arrêter, pour le budget. C'était pas évident. Il n'était pas seul, il était entouré des autres, mais c'était la tête de proue, c'était lui qui était devant. Et la manière dont il conduit les choses. Une conférence qui, dans un système, on ne sait plus où était le positionnement de l'État, institutionnellement. La Constitution a été piétinée. Oui. Alors, il n'y avait pas une charte politique. Une charte particulière. Il n'y avait aucun test. Donc les décrets étaient difficiles à faire. Donc cette conférence nationale a démarré sans décret. Les gens ne savaient pas où aller. Donc ça pouvait être annulé à tout moment. Mais justement, c'est ce que les participants, dès l'ouverture, dès cette séance d'ouverture, mais c'est ça. Et on a mis en place le comité. Dès que la séance d'ouverture a eu lieu, mais on lui a dit dégage, Robert, dégage. Regardez, comité préparatoire, dégagez, on veut voir clair. Parce que justement, Mathieu Kérékoua a donné le cahier de la feuille de charge. Le cahier de charge, c'était pas ce que les gens attendaient. Les gens sont venus régler, sortir les comptes. Ils ont échoué, ils dégagent. Et le président Jésus, quand il est rentré, c'est ça. Mais il a échoué, il n'a qu'à dégager. Il n'a qu'à dégager. Donc tout le monde est venu pour dire Mathieu Kérékoua, dégage. Donc, et dans le ciel Mathieu Kérékoua, on embarquait tout le PPB. Et maintenant, ce qu'on appelait les vallées du PPB, les Robert Dossou, qui étaient les prolongements. Cette accusation de rouler pour le PPB. Exactement. Les gens disaient que Robert Dossou, bon, jouait sa ligne, jouait son temps, jouait son petit agenda privé. Donc, vous voyez, mais même si c'était le cas, mais il en avait droit, en tant que citoyen béninois. Mais lui, il a eu le courage, en juillet 89, d'aller dire à Mathieu Kérékoua, quand l'enfant pleure, on ne lui arrache pas le biberon, on le lui donne.
Enfin, je ne sais pas si je coche. Peut-être qu'il est là, il nous racontera mieux. Peut-être que je coche. Mais il faudrait, non, je voudrais bien même qu'on essaye de voir s'il va nous raconter tout au moins cette anecdote, cette allégorie de bébé qui pleure. Et peut-être on ira voir le procès Awansou aussi. Je ne sais pas s'il vit encore. Mais j'espère, je souhaite franchement qu'on trouve l'occasion d'aller le voir, le procès Awansou. Qui sont pour nous ces éclaireurs vers la démocratie. Donc, je dirais démocratie, les gens se font les théoriciens, le grand théoricien, il faut bien qu'il aille à la source. Et cette source, donc, quel rôle Robert de Soir a joué? Il a joué le rôle de lion, le rôle de médian, le rôle de médiateur. Hein? Il a avalé des couleuvres, on peut dire qu'il a eu aussi ses années de gloire après, mais moi je m'attends, c'est que... À l'occasion de ces conférences, il a été très mal payé. Très, surtout ce 19 février, il n'a pas été bien payé. Et lorsqu'il prend la parole parfois, d'abord, première chose, les gens étaient pressés qu'il dégage. Alors il fallait quand même adopter la charte. Oui, de la conférence. Dans la charte de la conférence, comme on va dire le président, il demande que la présidente qu'il dégage. Donc, la mise en place du président a été difficile. Mais bon, finalement, on a mis en place le bureau d'âge, c'est-à-dire le doyen Salomon Biokou, et maître Elena Holkeke comme femme, et puis un jeune, je ne sais pas qui était étudiant à l'époque, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, il serait bon d'aller le retrouver aussi, voilà, pour voir un peu. Voilà. Donc, globalement, voilà, l'environnement. Il était... Et la suite pour lui, pendant toute la conférence, il a disparu. Non, c'est un orateur, c'est un maître, un avocat, c'est un communicateur, c'est quelqu'un et puis c'est quelqu'un qui est éloquent. Donc du coup, il s'est maintenu. Et il les connaît, ils ne sont pas nouveaux les uns pour les autres. Donc du coup, il a affronté certains, mais ça n'a pas été facile. La preuve, mais le débat n'a jamais été aussi serein pour qu'on nous dise que cette décision, que le parti ne dirigeait plus l'État, que l'idéologie marxiste-léniniste n'était plus l'idéologie de l'État, qu'on nous dise concrètement, quand c'est dit, alors que c'était le socle de la Constitution, qu'est-ce que la Constitution est devenue? Ce débat n'a pas eu lieu. Il devait y avoir un débat à la télé, ça a été annulé. Entre Maître et Adrien Ouedji, qui avait les mêmes positions que Robert Dessous, c'est-à-dire que l'État continue, la Constitution n'est plus opérante, mais elle est quand même en vigueur, puisqu'elle n'a pas été abrogée. Elle n'est plus opérante, d'accord, mais elle est en vigueur. Il y en a qui disent, là, on est dans un régime spécial, il n'y a plus de constitution, donc, Mathieu Kekou n'a qu'à dégager, il ne représente plus rien. On dit non, il ne peut pas laisser l'État. Il est le chef de l'État, même si tout disparaît, lui ne peut pas disparaître parce qu'il est le chef de l'État. Et c'est ce que Mathieu Kekou dira 3 jours après, devant eux tous, et qu'ils étaient incapables donc de répondre. Voilà. Donc voilà un peu tout l'environnement de l'époque. Mais Robert Dessous, il n'a pas eu le cas. Les gens ne lui ont pas laissé le temps de s'expliquer. Il était un peu l'homme que Mathieu Kekou a amené sous le Parlement de la France, un peu pour pouvoir préparer le terrain pour lui-même, ou peut-être pour mettre Adrien Ouedji. N'oubliez pas, Adrien Ouedji est rentré au pays, 49 ans, 48 ans, 49 ans, accompagné de ministre Gabriel des Affaires étrangères, on était en juillet 89, un homme condamné à mort qui a profité de l'amnistie du 30 novembre 88. Donc, il est rentré au pays en juillet 89, accompagné de ministre des Affaires étrangères, donc du Gabon, et de son jeune frère qui était président de la Chambre de commerce et d'industrie, Gatien Ouedji. Alors, les gens ont estimé ça que c'était une préparation morale à faire de lui le nouveau Premier ministre. Et tout ça, les gens étaient dubitatifs. Ils étaient vraiment agités. Il y avait une sorte de tohu-bohu. Parce que, un peu comme arrose sur le baudet, on ne veut pas de lui, c'est le pion de la France. On ne veut pas de rafistolage. Mathieu Kekou n'a qu'à dégager avec toute sa racaille. C'était ça, presque le mot, quoi. Et chacun jouait son petit malin avec son petit numéro. Donc, vous avez parlé de cette rencontre Perspective 90, donc 89, avec le club de Paris, Perspective 89, avec le il y avait plein d'initiatives par-ci, par-là. Les gens pensaient que l'État était totalement à terre. Il fallait que chacun puisse jouer son numéro. C'était un peu ça. Et donc, ils avaient déjà scellé le sort du PRPB. Donc, et de ces vallées, de ces relais, qu'ils estimaient que Maître Robert Dessous comme tout. À la fin, quand tout acte était cuit, les Robert Dessous sont balancés comme des gens de l'autre système. Je pense qu'il a connu son année, heureusement, il a créé son parti aussi.
et donc et qui est entré dans la majorité présidentielle, élu député à l'Assemblée nationale révolutionnaire, et à l'Assemblée nationale, première législature. Il en a été le premier président de la commission des lois. Donc je pense que il a su lui-même se régénérer. Après sa traversée, de désert légère, on peut le dire, parce que, vous savez, de sa carrure, de sa posture, de sa trempe, voilà, de tout son savoir, ses connaissances, son habileté. C'était quand même quelqu'un qui s'y connaît, qui a de l'intelligence du point de vue intellectuel, du point de vue baroud. Enfin, il sait s'imposer, il n'attend pas qu'on lui. Donc, tout ça, il s'est imposé naturellement. Donc, du coup, président de la commission des lois, et puis après, dans l'élargissement du système, le président Soglo qui en voulait et qui a voulu faire de lui le secrétaire exécutif de la CEDEAO. Donc en 93 à Cotonou, il a raté et donc il est devenu ministre des Affaires étrangères. Donc vous ne voulez pas le prendre pour le secrétaire exécutif, moi je le nomme ministre des Affaires étrangères et c'est là le patron de la diplomatie béninoise. De la diplomatie et du secrétaire exécutif. De l'époque, c'était le Guinéen. Voilà, c'était le Guinéen, comment il s'appelle. Donc voilà. Donc, et c'est à Cotonou en 93, je parle souvent du protocole, du traité révisé, c'était à Cotonou. Donc bref, donc voilà un peu ce qu'on peut dire de Maître Robert Dossou. Mais en temps, est-ce qu'il a eu le temps de s'expliquer? Est-ce qu'il a trouvé le temps de dire sa vérité sur ça? Il a dit au point même où Mathieu Kékou a agacé, il a repris une fois. Bon, donc vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire que lorsque tout est oral, et parfois chacun raconte l'histoire de sa manière, un peu. Moi, je pense que Robert Dossou a besoin peut-être de rappeler aujourd'hui, et peut-être où il atteint quand même un certain seuil de la finitude humaine, on peut le dire, même s'il lui reste 10 ans, 15 ans encore. Il n'aura pas les mêmes réflexes, les mêmes... il ne se rappellerait plus tout de la même manière qu'il le faisait avec aisance il y a 15-20 ans. Aujourd'hui, l'âge aidant, il a quand même la quarantaine. Donc c'est un patriarche qui mérite aujourd'hui quand même de laisser quelques traces de manière probante, disons qu'il a besoin de nous dire les choses. Il en dit, c'est l'un des rares qui répond quand il est disponible. Et il faut le saluer. Il en dit beaucoup. Oui, bien sûr, on n'est pas tous d'accord. De toute façon, chacun. Mais moi, on doit lui être reconnaissant de le dire, et bien de sa manière, on peut le critiquer, c'est logique. Donc, je pense que oui, il n'a pas su. Par rapport au PPB, c'était clair. Il a expliqué, il a autant expliqué. Je pense que, bon, ceux qui doivent comprendre ont compris, mais... C'était pas du pantouflage, il assumait... Non, il assumait. Il assumait même. Bon, l'autre, parce qu'on parle de Robert Dossou, mais on parle de René Awansou. C'est avec René Awansou qu'il est allé. Bon, c'est Awansou, il est peut-être moins politique. Robert Dossou est très politique. Il a dirigé même la faculté des sciences politiques. Donc, du coup, c'est logique quand même qu'il se retrouve. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a occupé dignement, valablement, et peut-être hautement l'espace ces 30 dernières années. Nous faisons les 34 ans de la conférence nationale. Robert Dossou a occupé ces 34 ans d'une manière ou d'une autre, avec plusieurs facettes entre la traversée du désert, durant la conférence, et les quelques instants après, et puis après, membre de la commission constitutionnelle, député de l'Assemblée, président de la commission des lois, ministre des Affaires étrangères, et puis après, un peu de répit. Ensuite, il reprend encore. Oui. Donc, c'est la Cour constitutionnelle. Pendant 7 ans, pendant 5 ans, un mandat. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur cette figure de proue, en tout cas, qui a compté pour l'organisation de cette conférence et la réussite de cette conférence nationale des forces vives de la nation. Il y a eu un second protagoniste ce jour-là, Mathieu Kékou, on en reparlera certainement, qui est l'élément central, on va dire, à côté d'autres, de Monseigneur de Souza et beaucoup d'autres éléments centraux de cette conférence des forces vives de la nation. Donc toute cette semaine, nous allons revenir à Agapita Plema-Forican sur quelques pans et quelques personnalités de cette conférence nationale. Oui, je pense que, et je peux finir sur Robert Dossou quand même pour dire, moi, comme je le plaide depuis un temps, il faudrait qu'on crée toute l'histoire de la conférence nationale. Et je l'ai dit, c'est pas une histoire à vénérer, c'est une histoire à se souvenir. Et dans la logique, il y a des personnalités qui l'ont marqué, et sur lesquelles on va peut-être revenir d'ici dans les 35 ans de notre vie santé. Il faut c'est l'intellectuel. C'est vrai, il y a une salle pour lui à la faculté de droit, sans doute. Mais en dehors de ça,
il faut que tout ce que la République porte d'intellectuels, qu'on les dédie à nos intellectuels. Qu'on les dédie à nos intellectuels. Aujourd'hui, si on parle des figures de proue, de l'intellectualisme béninois, ces 50 dernières années, et du renouveau démocratique, ces 30-35 dernières années, on ne peut pas, quand c'est 10, 5, on ne peut pas ajouter, ne pas ajouter Maître Robert dessus. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. On est obligé d'ajouter. Parce qu'il est immense du point de vue intellectuel, du point de vue politique. Après, on peut, comme je l'ai dit, il y a des postures. Moi, avec lui, j'aimerais bien faire le débat. J'aimerais bien faire le débat sur les options fondamentales de la conférence nationale. Je trouve que ce n'était pas normal qu'il nous sorte là. Il a sorti. Bon, je vais discuter de minorité-majorité. Il va dire, oh, toi tu comprends rien. Mais non, je comprends. J'étais à l'école du droit aussi. Donc, en fait, on a des points de... Moi, j'ai des points de divergence avec lui sur la lecture des textes là, notamment du contrôle de constitutionnalité, sur les postures de la Cour constitutionnelle, sur le mélange de gens à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on est en contrôle de constitutionnalité? Est-ce qu'on est en contrôle, en régulation de l'État? Est-ce qu'on est en droit de l'homme? Est-ce qu'on est en... J'ai beaucoup de points de divergence. Le procès, la décision antérieure, j'ai des problèmes avec. Mais cela dit, c'est pas pour le juger. Mais c'est mes réserves vis-à-vis. Parce que après ça, je n'ai que d'admiration pour lui. Moi, c'est ça le problème. Il a l'âge de mon père. Hein, il a 80, j'en ai la 50, donc il y a quand même près de 25 ans, je ne sais pas. Non, c'est dire quoi. En fait, je n'ai que d'admiration, de fascination. Mais je n'ai pas de vénération. C'est pas de vénération que j'ai de divergences intellectuelles avec lui. Mais donc, c'est un peu ça. En dehors de ça, je pense que la République doit le célébrer. Il fait partie. Quand il célébrer, c'est pas lui mettre son nom dans un calendrier. Non, c'est pas de lui faire. Oui, le professeur Djobouénou, que je salue pas ici aussi, dans la foulée des grands intellectuels, lui a consacré à sa mandature. Oui, je pense qu'il a célébré. C'est comme ça qu'on doit le faire. C'est comme ça, la Cour constitutionnelle l'a célébré avec le professeur Djobouénou, qui a célébré, lui, qui a célébré Madame Pourouensou, c'est comme ça, qui a célébré le professeur Théodore Olo. C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, en ce moment où on parle de 34 ans, on va vers les 35 ans. Madame Pouillon. Madame Ouensou Conception. Je pense que, non, il a même célébré même Madame Elisabeth Pouillon, la première présidente de la Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, je pense que personne n'avait été célébré avant, si je ne me trompe. Et je demande qu'on m'excuse si je me suis trompé, mais je ne pense pas. Je pense que sous le procès de Djobouénou qu'on a fait ces gens. Mais je sais qu'au moins que Théodore Olo et Maître Robert Dossou au moins ont eu droit à l'heure. J'ai le mélange pour Théodore Olo d'ailleurs. Je ne sais pas comment pour Robert Dossou. Donc, mais comme je dis, on est sur Robert Dossou. Je pense qu'il a besoin. On doit avoir un panthéon intellectuel. On doit avoir un panthéon intellectuel. C'est pas comme le grand panthéon français, mais on doit avoir un panthéon intellectuel. Quand on y rentre, on doit voir. Mais, et quand il dit le panthéon intellectuel, même de leur vivant, c'est pas de les attendre mourir. Nous mourons, là, mourir n'est pas à l'âge vieux. Donc, tout le monde peut mourir à tout moment. Mais des personnalités qui restent aujourd'hui, comme le président Soglo, à la peine d'un panthéon, là, de son vivant, ainsi de suite. Donc voilà, on ne peut pas passer tout le temps à dire historique, conférence, ça nous a pesanti sur quelques acteurs. Je pense que nous avons besoin de le faire pour la postérité. Pour la postérité. Donc, je tiens vraiment à repréciser que la République doit créer un panthéon pour les intellectuels, pour ses serviteurs politiques. Et dans ce sillage, Maître Robert Dossou occuperait volontiers et occuperait de droit les deux postures. Et lorsque nous parlons de la conférence nationale, je pense que quand on parle des tenants et aboutissants, des figures de proue, lorsqu'on parle de Mathieu Kérékou, on parle de Monsignor de Souza, c'est sûr, il faut parler de Robert Dossou, entre autres. Voilà un peu. Mathieu Kérékou, on aurait pu en parler aujourd'hui, mais Mathieu Kérékou était la vedette de cette conférence nationale. Quand on dit vedette, c'est la vedette. C'est un peu le, je ne sais pas, c'est moi d'Ingra ou c'est vrai de la canne, ou bien de Haller, ou bien de Kingro, comment on appelle le capitaine nigérien. Donc, il y a plein de petites. Mais je m'en tiens aux joueurs ivoiriens. Je pense que Mathieu Kérékou a été un peu de cela, quoi. Ou bien alors c'est les balles faillies, je sais pas quoi. Mais franchement, non, il a survolé
la conférence nationale. Et je pense qu'il en a fait sa messe à lui. Et grâce à un officiant comme Monseigneur de Souza, et à la retransmission en direct à l'ORT, à la télévision, à la radio nationale, grâce à tout ça, je pense qu'il a été la vedette. On aura l'occasion de parler de lui. On a d'ailleurs fait une émission sur lui. Je pense que l'émission sera programmée cette semaine. Voilà. Merci Agapit Napoléon Maforican. Nous allons continuer, comme je vous l'ai dit, déjà tout au long de cette semaine à revenir sur ce pan important de notre histoire. Merci. Merci à vous de revenir demain. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit puisque dans quelques minutes, nous sommes quelque peu déjà en retard. La rediffusion de notre entretien du dimanche c'est politique avec le président de Jacques Ayadji, le président de Moelle Bénin, que vous allez suivre à l'instant.